Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Si vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel et Espace, nous vous offrons 20% de réduction sur votre premier abonnement papier, premium ou numérique au magazine, avec le code Callisto. Vous recevrez Ciel et Espace tous les 2 mois directement chez vous et avec la formule premium et numérique, vous aurez accès à la version en ligne ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros. Bonjour à tous, toujours un grand plaisir et un grand honneur d'être ici. Alors aujourd'hui, je suis en fait donc François Forget, ma spécialité, mon domaine, c'est l'exploration du système solaire, l'étude des autres planètes, des autres environnements. Mais l'exploration a toujours été en fait ma vraie passion, on va dire la passion du petit François Forget, quelque chose d'un peu puéril. Je voulais être explorateur. Et dans ce contexte-là, en plus de l'exploration des planètes à laquelle j'ai eu la chance de participer, depuis des années, depuis plus de 30 ans, je me suis lancé dans différentes expéditions, aventures, dans un endroit particulier sur Terre. Ce sont bien sûr les régions polaires, qui sont si particulières, un peu quand même intermédiaires entre notre planète et les autres planètes, des environnements extrêmes. Et dans sachant cela, voilà, les organisateurs, comme Alain, m'ont proposé d'utiliser ce petit hobby, quand même professionnel, pour vous emmener pour une promenade dans le système solaire, mais en allant de pôle en pôle pour parler des pôles. Alors pourquoi ? Alors, c'est parce que ces pôles sont particulièrement intéressants. Alors revenons d'abord sur Terre. Je fais cela depuis des années, et en guise d'apéritif, je vous emmène vous montrer quelques images de ces pôles si intéressants, et je vous montre quelques images de pérégrination, de différentes expéditions qu'on a pu faire par le passé. Alors, ce qui caractérise les régions polaires, c'est qu'elles sont inhabitables la plupart du temps, et particulièrement magnifiques. Alors, les processus pour y aller, il faut utiliser toutes sortes de moyens de transport assez complexes, que je vais mentionner un petit peu. Mais retenez bien, en voyant toutes ces images, c'est le fait qu'avant tout, c'est magnifique. Alors un mot quand même, pour vous dire que pour y aller, c'est là où l'âme d'explorateur fonctionne bien. On doit utiliser toutes sortes de véhicules particuliers. Voilà, vous avez un gros brise-glace russe dans l'Arctique il y a quelques années. Voici ensuite d'autres images prises par un brise-glace australien cette fois. Là, cette fois, c'est pour aller en Antarctique. Et je dois avouer que c'est difficile d'imaginer plus beau que ces paysages-là que l'on croise de temps en temps. Là, je vous montre très peu d'animaux, exprès. Hein. Et puis, quand on se retrouve sur Terre, ben là aussi, tout un problème. Il n'y a pas de route, il y a des crevasses, il y a plein de choses qui se passent. Oula. Et en fait, par exemple, si vous allez en Antarctique, dans le cadre français, eh bien, vous pourrez voir ce genre de grandes manœuvres, ce qu'on appelle le RAID, un système qui permet de voyager sur des milliers de kilomètres sur la calotte glaciaire en utilisant des tracteurs. Voilà une image de ce RAID qui arrive sur la base de Concordia, au cœur du continent, une base franco-italienne, et c'est vraiment impressionnant, quand même quelque chose. Alors, c'est pas développement durable, hein, mais il faut bien étudier l'Antarctique, et on utilise des tonnes et des tonnes de carburant pour arriver à se déplacer sur une calotte polaire comme cela, en sécurité et professionnellement. Alors si vous voulez vous déplacer sur une calotte polaire, une autre méthode, c'est de faire ça de manière légère, avec la tente, vous déplacer avec des skis, des traîneaux, des poulkas, on appelle ça. Le problème, c'est que tout est immense. Ça prend des jours et des jours pour faire quelques centaines de kilomètres, mais j'ai fait des centaines de kilomètres et des jours, des centaines de nuits sous la tente dans la neige. Mais depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, avec quelques amis et collègues, on a développé avec d'autres des méthodes un peu plus rapides, et je voulais juste vous montrer ça, qui consiste à utiliser des cerfs-volants, des kites. On n'est pas les seuls à faire ça, mais ça vraiment nous a ouvert des nouveaux horizons. Et donc voilà, quelques images. On a fait plein de choses au Groenland, en Islande, un peu partout dans le monde. Là, ce sont des images au Svalbard. Et vous voyez, c'est une alternative au super tracteur de l'Institut Paul-Émile Victor. Évidemment, c'est pas... il faut que le vent soit dans le bon sens, que les conditions soient bonnes, etc. Alors, je vous montre tout ça
pour souligner à nouveau le fait que ces régions sont vraiment particulièrement magnifiques. Pourquoi? Parce qu'on est à côté de l'axe de rotation de la planète, l'endroit qui reçoit le moins d'insolation, et dans ces conditions-là, on accumule de la glace. Il y a aussi le champ magnétique, les pôles magnétiques ne sont pas loin, ce qui fait qu'on va souvent voir des aurores boréales. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, je sais qu'il y avait une conférence sur le sujet tout à l'heure. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment la beauté de ces endroits. Et tout ça pour vous amener à réfléchir au fait que les processus physiques, le fait que la glace s'accumule parce que c'est les endroits les plus froids, sont vrais sur la plupart des autres planètes. Et c'est via cet argumentaire, cette idée que vraiment avoir de la glace de toutes sortes qui va aller s'accumuler, faire des glaciers, couler, faire des falaises, eh bien c'est vraiment une bonne raison d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc je vous emmène maintenant, après ce petit tour sur Terre, un peu après avoir montré les diapos tel votre tonton Michel il y a quelques années, pour ceux qui se souviennent des diapos, eh bien, on va faire maintenant un tour dans le système solaire, voir ce qu'il en est. Est-ce que la beauté des pôles terrestres, on la retrouve ailleurs? Alors voilà le plan de la visite. Mercure, Vénus, la Lune, on va parler de Jupiter, Saturne, Titan, Pluton et Charon, la Lune de Pluton. On commence par le début. On part à gauche, près du Soleil. Mercure. Alors Mercure, vous connaissez peut-être, hein, c'est une petite planète extrêmement dense, essentiellement composée de métal au cœur, avec une croûte de silicate. Mais au premier ordre, vous voyez bien que c'est une surface toute sèche qui évoque celle de la Lune. Et vu qu'elle est presque 3 fois plus près du Soleil que la Terre, elle reçoit énormément d'insolation, 10 fois plus de rayonnement solaire que sur Terre. On est là au-delà de 14 000 watts par mètre carré, donc c'est vraiment formidable, au point que, par exemple, j'aime bien cette anecdote, la sonde Bepi-Colombo, qui est en route en ce moment vers Mercure, qui régulièrement survole Mercure et va bientôt se mettre en orbite, eh bien, est obligée d'utiliser des panneaux solaires gigantesques, ce qui est quand même paradoxal, à raison que si on met les panneaux solaires perpendiculaires au rayonnement du solaire, ça chauffe tellement qu'ils fondent, ils s'abîment. Donc on est obligé de les mettre extrêmement inclinés pour qu'ils puissent se refroidir dans l'infrarouge. Et résultat, on a été obligé de mettre des énormes panneaux solaires alors qu'on est tout près du Soleil. Alors, si on parle de température, Mercure, voilà, au point sous le Soleil, à midi, à l'équateur, il y a tellement de soleil que la température dépasse les 420 degrés. 420 degrés, on est bien au-dessus de la température qui règne dans votre four quand vous faites une pyrolyse. Il n'y a rien qui tient, et évidemment pas de glace. Alors, est-ce qu'on va s'attendre à trouver des icebergs, des glaciers sur Mercure ? Eh bien oui, il y en a. Il y en a pourquoi? Parce que Mercure est tellement proche du Soleil que les forces de marée, les forces de gravité ont redressé son axe de rotation quasiment perpendiculaire au plan de l'orbite. C'est-à-dire que le rayonnement du Soleil, bien sûr, chauffe l'équateur jusqu'à 420 degrés, mais au niveau du pôle, eh bien, le Soleil est toujours rasant, juste au-dessus de l'horizon. Car, à nouveau, la planète est en rotation parfaitement perpendiculaire au plan du Soleil. Résultat, si on fait c'est une petite mosaïque qui a été faite par l'équipe de la sonde Messenger de la NASA. Si on regarde un peu l'évolution de l'insolation autour du pôle sud, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a certains cratères dans lesquels jamais le Soleil se lève. Et comme il n'y a pas d'atmosphère, il fait vraiment froid. Voici une autre image, c'est un calcul de l'insolation récupéré de l'image que je viens de vous montrer. Et on voit qu'il y a des grands cratères comme ça, dans lesquels le Soleil ne se lève jamais. Et si on estime la température, on trouve qu'il fait moins 180, voire moins 200 degrés. Et dans ces conditions-là, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'atmosphère, pour peu qu'il y ait une comète qui tape dans Mercure de temps en temps, hop, les molécules d'eau H2O vont migrer et finir par être piégées là, comme dans un piège froid, hein, comme dans votre congélateur, là, vous voyez, il y a du givre qui se forme. Et bien là, il y a du givre qui se forme au fond de ces cratères. Alors ça a été une grande surprise. Ça a été découvert non pas avec une sonde spatiale, mais avec un radiotélescope. En particulier, ce qui a été utilisé, c'est le radiotélescope de Arecibo, qui n'existe plus aujourd'hui. Un truc incroyable. Vous l'avez déjà vu peut-être, 305 mètres de diamètre, une espèce de coupole qui est au fond d'une colline à Porto Rico. Et avec ce radiotélescope, qui est pile poil dans la bonne direction, on a pu cartographier les régions polaires de Mercure avec une résolution de 1,5 km. Et là, surprise générale, on voit des très forts échos liés à la présence de glace à ces endroits-là. Ça a été confirmé depuis par différentes astuces. Et voilà, pour conclure, une carte des glaciers que l'on trouve sur Mercure.
au fond de tous ces cratères. Il y en a beaucoup, hein. On parle là de grandes quantités d'eau. Il y a tout un débat sur l'estimation de l'épaisseur de cette glace, mais on parle de dizaines de mètres. Parfois, cette glace est réfléchissante. Quand on tire au laser dessus, il y a un altimètre sur la sonde Messenger qui a pu faire c'est pas facile, il faut tirer sur le côté. Mais le plus souvent, bizarrement, les glaciers sont plus sombres que les roches autour. Et on pense qu'en fait, la glace s'est un petit peu déstabilisée et elle s'est enterrée sous ce que l'on appelle en anglais un lac déposit, c'est-à-dire une croûte protectrice qui lui permet d'être à une température moyenne. À suivre, la mission Baby Colombo de l'Agence spatiale européenne va mener l'enquête à nouveau sur cette glace et on va mieux comprendre ce qu'elle peut nous apprendre à l'avenir. On s'éloigne du Soleil, on passe maintenant sur Vénus. Vénus, vous connaissez tous, une planète à peu près de la taille de la Terre, mais qui possède une très épaisse atmosphère de dioxyde de carbone. 90 bars, 90 atmosphères. Résultat, eh bien, si vous vous approchez de Vénus, vous voulez descendre à la surface, d'abord vous ne voyez pas la surface, il y a une épaisse couche de nuages d'acide sulfurique, puis ensuite quand vous descendez, vous vous souvenez, c'est du CO2, le CO2 c'est un gaz à effet de serre, et au fur et à mesure qu'on va descendre, la température va augmenter à cause de cet effet de serre, jusqu'à arriver à la surface, là la température est en Kelvin, mais jusqu'à peu près 480 degrés à la surface. Voici une image qui a été prise il y a quelques années par une sonde soviétique. Voici la surface, une surface volcanique. On est un peu dans la pénombre, le ciel est un peu orangé. Et surtout, il fait 457 degrés, je le disais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une telle atmosphère qui redistribue la chaleur, eh bien, en fait, l'effet pôle, l'effet « il y a moins de soleil au pôle qu'à l'équateur » n'a aucun effet. Alors, on a eu beaucoup de mal à pouvoir regarder ce qu'il y avait à la surface, s'il y avait d'éventuels glaciers ou je ne sais quoi. On a pu le faire avec la mission Magellan, il y a quelques années. De nouvelles missions se préparent pour mieux comprendre la surface. Et lorsqu'on regarde tout ce qui a été obtenu à la surface par ces missions, on utilise un radar pour percer les nuages, on voit qu'au pôle, comme à l'équateur, il n'y a rien de spécial. Alors, il y a plein de structures tectoniques, du volcanisme, d'espèces de continents, mais rien de spécial au pôle. Franchement, Vénus, ça ne va pas être l'endroit où je vais pouvoir vous raconter des belles histoires de glace. Bon, si j'ai des collègues dans la salle spécialistes, ils vont dire « mais si, quand même, il y a des effets atmosphériques, il y a ce qu'on appelle un collier froid autour du pôle, mais je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des nuages. » Continuons. Nous arrivons chez nous. Voici une vraie image de la Lune et de la Terre prise par la sonde Galileo qui allait vers Jupiter il y a quelques années. On voit les deux, on est vraiment un système double. Je ne reparlerai pas de la Terre, je reparlerai de la Terre tout à l'heure à la fin, mais on va quand même s'arrêter pour parler de la Lune. La Lune, c'est pareil, il n'y a pas d'atmosphère, il fait moins chaud que sur Mercure, mais tout le monde sait, sauf dans Tintin, qu'il n'y a pas de glace sur la Lune. Est-ce vrai? Pas tout à fait. Hergé avait raison, il y a vraiment aussi de la glace sur la Lune. Alors pour les mêmes raisons que sur Mercure, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué parce que la Lune, même si elle n'est pas aussi inclinée sur son axe de rotation que la Terre, eh bien, elle est quand même inclinée à presque 7 degrés. C'est ce que j'ai essayé de mettre ici. Ce qui fait qu'il y a quand même des saisons au pôle et le Soleil, des fois, monte au-dessus de l'horizon et replonge. Malgré tout, si on regarde attentivement au niveau des pôles, en tenant compte de cette rotation, eh bien, on se rend compte qu'il y a, comme sur Mercure, certains cratères qui sont en permanence dans la pénombre, dans le froid, et ce qui fait que, exactement comme sur Mercure, de la glace a pu s'accumuler depuis des millions, voire des milliards d'années. Alors vous voyez, c'est extrêmement localisé cette fois, c'est juste autour du pôle, mais c'est quand même assez fascinant. Voici une mosaïque à nouveau qui a été prise par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Et là, vous pouvez voir l'insolation en tenant compte de la rotation de la Lune, des mouvements et des saisons. Eh bien, il existe quelques endroits, quelques cratères bien profonds où il n'y a jamais le soleil. Et donc, la température descend jusqu'à moins 110, 120 degrés. Et dans ces conditions, les molécules H2O qui passent par là peuvent être piégées et former des espèces de glaciers, des strates, qui sont assez fascinantes parce qu'on peut imaginer qu'elles ont enregistré un long passé de l'environnement sur la Lune, dans le système Terre-Lune, et on est vraiment très excités à l'idée de pouvoir aller voir ce qui s'y passe. On a pu cartographier ces dépôts de glace avec une méthode à neutrons, j'en parlerai un peu plus sur Mars, et puis on a pu se dire qu'il y a vraiment de la glace. Alors, on parle souvent de la glace sur la Lune.
dans la région du pôle Sud. Pourquoi? Parce que ça pourrait être une ressource pour de futurs astronautes. Et en effet, toutes les missions spatiales envisagées, en particulier le programme Artemis de la NASA avec l'Agence spatiale européenne, envisagent d'aller dans une de ces régions. Et ces astronautes-là pourront crapahuter un peu et descendre et aller étudier la glace. En tant que scientifique, je préfère qu'ils commencent par faire ça, et éventuellement en récupérer un petit peu pour avoir de l'eau, de l'oxygène, du carburant pour une fusée. Ça paraît de la science-fiction, hein. Ça c'est vraiment dans les cartons, c'est en développement. C'est le Human Landing System, HLS, qui est en développement par la société SpaceX. Vous avez peut-être déjà vu le Starship s'envoler, et c'est censé arriver bientôt. Évidemment, c'est tout le temps retardé, mais avec les malheureuses élections américaines, il est possible que ça s'accélère un petit peu. Arrivons maintenant à la planète suivante. Nous sommes maintenant sur Mars, et là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je pense que vous connaissez tous un tout petit peu Mars, mais je vais quand même faire des rappels. Mars, c'est une petite planète qui n'est pas juste à côté de la Terre. Elle a quand même des différences. C'est une planète extrêmement désertique. Elle est couverte d'une atmosphère qui est à peu près 30 fois moins massive par mètre carré que la Terre. Donc, la pression à la surface est de 6 hectopascales, comparé à 1000 hectopascales sur la Terre. C'est une atmosphère de CO2 très fine. Mais une fois qu'on a dit ces différences, il y a aussi beaucoup de points communs. En particulier, la durée du jour est de 24h40. Et pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui est particulièrement passionnant, c'est que l'axe de rotation, l'inclinaison de l'axe de rotation qui régit les saisons, mais aussi la limite de la nue polaire et qui vraiment contrôle qu'est-ce qui va être arctique, antarctique et puis moyenne latitude et équateur, eh bien, est le même que sur Terre, 23,5 degrés. Donc on retrouve vraiment la même chose, la limite de la nue polaire, etc., etc. Alors, un petit mot quand même sur à quoi ça ressemble d'être sur Mars. Là, on est sous les tropiques. La première mission qui a marché pendant ma carrière, Pathfinder, un paysage typique martien, ça ressemble à un désert terrestre. Tout Mars ressemble à un grand désert terrestre, à part que le soleil est orange parce qu'il y a beaucoup de poussière dans l'atmosphère. Pendant la journée, à la surface ici, on a mesuré une vingtaine de degrés Celsius. Par contre, attention, c'est un climat hyper continental, hyper désertique, et la nuit suivante, il faisait moins 80 degrés. Que dire maintenant sur les pôles? Alors, si on regarde cette image, on est durant l'été nord et on devine déjà qu'il y a un peu de glace. On y reparlera. On devine qu'il y a là un glacier. Ce glacier, l'air de rien, fait la taille de la France, 1000 mètres de diamètre, quelques milliers de mètres d'épaisseur. J'y viens à l'instant, c'est de la glace d'eau. Mais avant de parler de ça, il faut savoir que si on regarde cet endroit-là, non pas en été, mais à d'autres saisons, le plus souvent, ce que vous verrez, c'est ça. Vous verrez, alors on devine le gros glacier du milieu, et puis toute la région est recouverte d'une couche blanche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas de la neige de glace d'eau, c'est de la neige carbonique, tout simplement. C'est de l'atmosphère gelée, le CO2, qui se gèle pour former une couche qui peut atteindre quelques dizaines, voire 1 mètre d'épaisseur. Alors le processus, c'est très simple. Quand ces régions-là se retrouvent dans la nuit polaire, là, quand il fait très froid, sur Terre, la température descend typiquement jusqu'à moins 80, moins 90 en Antarctique, mais là, la température descend jusqu'à moins 135, et puis tout d'un coup, le CO2 qui constitue l'atmosphère gèle, un peu comme si l'azote gelait sur la Terre. Et donc, dans ce cas-là, on fait pousser une espèce de grosse couche de glace assez transparente, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bulles de bulles d'air de CO2 dans la glace de CO2, mais quand même, elle est fracturée, elle est blanchâtre quand même, comme vous avez vu. De temps en temps, dès qu'il y a un peu de relief, il y a aussi des chutes de neige carbonique, ça fait des tempêtes de neige carbonique qu'on a du mal à observer, c'est dans la nuit polaire, mais qui sont quand même assez spectaculaires. Personnellement, j'ai fait ma thèse sur ce sujet. Et puis, voilà, on se retrouve au printemps avec ce paysage blanchâtre assez spectaculaire. Ce qui est spectaculaire aussi, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que c'est la fin de l'hiver, le soleil revient et se met à chauffer cette couche de glace. Alors, quand on fait ça sur Terre, la glace, la neige, les névés, vous avez tous vu ça, ça fond. Des fois, ça fond par en dessous, puis vous avez un petit ruisseau qui coule, etc. Sur Mars, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, la glace est souvent assez transparente. Les photons traversent la glace et chauffent la glace par en dessous. La glace chauffée a envie de changer de phase. Elle ne veut plus rester à l'état solide, elle veut fondre. Non, elle ne peut pas fondre, car le CO2 ne peut pas fondre à ces pressions-là. Il peut juste se repasser à l'état de gaz, on dit qu'il sublime. Mais comme il sublime par en dessous, ça crée une couche de gaz, et on peut démontrer que les calottes se mettent à léviter sur un coussin d'air de CO2, ce qui est assez rigolo à imaginer, jusqu'à bien sûr qu'il y a une petite fracture qui se crée, et crac, dans ce cas-là, vous avez de l'air en surpression qui va jaillir et faire pshht très fort.
Au point que, on a pu démontrer qu'au printemps, quand le soleil se lève, tous les 2-3 jours, il se passe ça. Vous avez donc la surpression qui est considérable si on fait les calculs avec la masse de CO2 qui entraîne du vent très puissant et ça va entraîner les sédiments à la surface et ça va faire des geysers qui vont retomber à côté sur la glace. Alors on a du mal à l'observer puisqu'on n'a jamais d'orbites qui sont pile poil à la bonne heure le matin quand le soleil chauffe juste ce qu'il faut. Néanmoins, on observe ça une fois dans l'après-midi, là c'est une photo et l'échelle. Ce sont des dunes très sombres de basalte, de sable de basalte, et on voit des espèces de petits points. Ces petits points, c'est le sable qui a été entraîné dans un geyser et qui est retombé. Quand il y a un petit peu de vent, voilà un autre schéma qui montre ça. Cette fois-ci, le geyser, tout le petit sable, les poussières qui ont été soulevées ici retombent sur le côté et ça fait des espèces d'éventails, de forme en éventail. On dit fan en anglais, c'est pour ça que je cherchais le mot, et qu'on retrouve un peu partout. Et c'est très spectaculaire parce que tout d'un coup, la calotte toute blanche au début, exposée au soleil, se met à s'assombrir. Et si on zoome, on voit partout ces geysers qui assombrissent la surface en mettant du sable un peu sombre sur la neige toute propre. Alors étudier ce phénomène a permis de résoudre un phénomène géologique assez étonnant. C'est quelque chose qui a été proposé par un étudiant en licence en M1, un étudiant français qui était parti faire un stage à Caltech, en Californie. Et c'est lui qui a trouvé que ce phénomène-là pourrait expliquer des drôles de formes géologiques qu'on voit ici, que je peux vous montrer en photo, qu'on appelle les spiders, des espèces d'araignées, d'étoiles, que l'on trouve un peu partout dans les régions polaires, là où le CO2 s'accumule. On voit ces espèces d'étoiles. Alors c'est assez gros, hein. On pourrait s'y promener, descendre dans le petit canyon et on se dirait qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On n'a vraiment pas l'équivalent sur Terre. Ce truc-là, encore une fois, c'est tout simplement là, les endroits où il y a des geysers qui, année après année, érodent et finissent par faire ces formes bizarres dans ces régions-là. Alors, si on prend les mesures, là c'est les mesures d'un sondeur thermique qui s'appelle Mars Climate Sonder, et qu'on fait des animations, on voit que voilà, tous les hivers et tous les étés, le CO2 s'accumule jusqu'à environ 55 degrés de latitude dans chaque hémisphère, et puis il régresse. Si vous regardez dans l'hémisphère nord, on voit que l'été, la couche de CO2 disparaît complètement et expose un glacier d'eau dont je vais parler plus en détail dans quelques minutes. Si on regarde dans l'hémisphère sud, là c'est différent. Il reste toujours un petit peu de CO2 et il y a donc de la glace pérenne au pôle sud. Alors c'est assez étonnant si on regarde. Alors je vous montre déjà une image de ce qu'on vient de voir, mais une vraie image de photographique. Voilà la région du pôle sud de Mars. L'échelle c'est à peu près 1000 km de diamètre à la fin du printemps. Et puis peu à peu, le CO2 que vous voyez ici va se sublimer, et à la fin de l'été, il ne restera plus que ça, un espèce de glacier de 300 km de long et qui a exactement 300 km de long et qui fait seulement quelques mètres d'épaisseur. Alors quand on zoome un petit peu dessus, c'est vraiment rigolo parce que comme c'est une glace qui ne fond pas, ça ne fait pas des rivières, ça ne fait pas des bâches, des lacs, ça fait des espèces de figures très particulières parce que le CO2 passe directement à l'état de vapeur et dès que par exemple un trou se forme, il crée des espèces de vallées, parce que là l'échelle c'est à peu près 3 km de long sur cette photo. Ça crée ce qu'on appelle des ronds qui vont ensuite se sublimer en physique. Le système thermique fait que vous avez des espèces de trous qui vont grandir comme ça. Les Américains appellent ça le Swiss change terrain, c'est-à-dire le terrain gruyère, et c'est vrai que c'est impressionnant. Si on fait un zoom en cumulant des données sur plusieurs années, eh bien on voit que à l'échelle de quelques années, ce paysage évolue constamment. Vous avez vraiment des falaises d'une dizaine de mètres de haut qui reculent de quelques dizaines de mètres tous les ans dans cet endroit-là. Alors je dois dire, je vais faire une parenthèse un tout petit peu technique, que cette calotte a été longtemps un mystère vraiment profond. Le mystère est le suivant, c'est qu'elle ne fait que quelques mètres d'épaisseur, cette calotte pérenne. Ça, c'est vraiment étonnant. Si on imaginait par exemple qu'elle était un tout petit peu plus rafraîchissante et donc un peu plus froide, on peut démontrer, on fait des calculs, que toute l'atmosphère devrait se condenser là et ça devrait faire un glacier de centaines de mètres d'épaisseur. Au contraire, si elle était un tout petit peu moins réfléchissante et un tout petit peu plus chaude en été, tout le CO2 devrait disparaître en quelques années, très rapidement. Or, tout indique que depuis des années, au moins depuis les années 70, la calotte reste comme ça, avec quelques mètres d'épaisseur, et évolue doucement. Ça sublime un peu, ça recondense, etc.
C'est vraiment très étonnant. Alors pour moi, c'était un mystère, j'ai fait plein d'études, toutes fausses sur le sujet, et finalement, le problème a été résolu quand on a utilisé un radar pour sonder toute cette région-là. Et on s'est rendu compte que sous cette petite calotte de quelques mètres d'épaisseur de CO2, on a une grosse croûte de glace d'eau, et sous cette croûte de glace d'eau, surprise générale, il y a un énorme glacier de CO2. Un glacier qui fait plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, il y a l'équivalent de l'atmosphère entière qui est condensée là. Et finalement, on ne l'avait pas vu parce qu'il est vraiment caché par une croûte de glace d'eau. Et c'est ce que le radar qui a pu le montrer, on le voit ici. Et finalement, en faisant des calculs, en supposant que le CO2 enterré peut quand même communiquer avec l'atmosphère par des fractures dans la croûte de glace d'eau, vous me suivez? Eh bien, on peut montrer que ça maintient en permanence cette fine couche, fine, quelques mètres d'épaisseur, de CO2 pérenne au niveau du pôle. Bon, j'avais mis un graphe un peu compliqué venu d'un article de Peter Buller, qui est quand même un étudiant super qui avait démontré cela, et qui pouvait donc expliquer la survie de cette chose-là. Alors, je reviens à mon point de départ sur Mars. Je vous parlais de cette calotte spectaculaire, ce gros glacier qui fait à peu près, encore une fois, la taille de la France, qui fait quelques milliers de mètres d'épaisseur. Voilà une vue 3D sur informatique, mais je l'utilise pour vous montrer que cet étrange monde, cette étrange calotte est creusée de sillons, et sur les flancs de ces sillons, on devine des centaines de strates, qui sont toutes les mêmes partout, ce qui montre que cette calotte s'est accumulée, on pense, il y a quelques millions d'années, à environ entre moins 5 et moins 3 millions d'années, au gré des variations climatiques, pour former ce gros glacier, ce gros dôme, qui fait, encore une fois, quelques milliers de mètres d'épaisseur. Ici, 1700. Alors, on peut la sonder en radar, et pareil, sur le radar, on voit très très bien les différentes couches qui sont accumulées. C'est vraiment comme au Groenland, mais en encore plus parfait, quoi. C'est vraiment les couches l'une sur les autres qui ont enregistré le climat passé. Et évidemment, on n'a qu'une envie, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est enregistré dans ces calottes. Et par exemple, pour ce qui nous concerne, dans notre équipe au LMD, on a un gros projet qui s'appelle Mars Through Time, subventionné par l'Union européenne, qui nous permet d'essayer d'élucider ce genre de questions. Alors, pour l'instant, je vous ai parlé de glace d'eau au pôle, c'est le sujet. Mais y a-t-il de la glace d'eau ailleurs qu'au pôle, ne serait-ce que dans les régions polaires? Quand on voit cette image hyper connue, c'est une mosaïque obtenue à l'époque de la mission Viking, donc c'était il y a 40 ans, on l'utilise beaucoup, eh bien, on se dit que, non, Mars est un grand désert, et partout, vous avez du sable, et puis juste un petit peu d'eau au pôle. En réalité, il n'en est rien. On a découvert qu'en fait, sur cette image, sous quelques centimètres de sable, vous avez partout des grosses quantités de glace, en particulier dans les régions polaires. Alors comment on l'a su? C'est grâce à la physique nucléaire. Le principe, c'est le suivant. Sur une sonde qu'on appelle Mars Odyssey, on avait mis un spectromètre neutron. L'idée est la suivante, c'est qu'une planète comme Mars est constamment arrosée de rayons cosmiques, de particules extrêmement énergétiques, qui pénètrent dans le sous-sol, et puis quand elles percutent un noyau, souvent avec l'énergie qu'elles ont, elles vont déloger une particule, et en particulier les neutrons qui ne sont pas chargés, donc ils vont pouvoir partir, et qui vont donc être éjectés vers l'espace. Et finalement, une planète comme Mars, comme la Lune, alors pas trop la Terre parce que l'atmosphère est trop épaisse, elle rayonne des neutrons, excités par les rayonnements cosmiques venus de la galaxie et un peu du Soleil. Alors quand on observe ces neutrons, on peut apprendre des choses. La raison est la suivante, un petit peu comme dans les centrales nucléaires, c'est que si ces neutrons éjectés percutent un gros atome, ils vont rebondir comme une boule de billard et ils vont continuer à sortir avec plein d'énergie. Par contre, s'ils percutent un proton, c'est-à-dire un noyau d'atome d'hydrogène, bref, s'ils rencontrent un atome d'hydrogène, à ce moment-là, ils vont partager l'énergie et vont finir par être extrêmement ralentis. C'est pour ça qu'on utilise l'eau pour ralentir souvent les neutrons dans les centrales nucléaires. Et bien là, ce qui se passe, c'est que l'hydrogène, l'eau, de H2O, peut être détecté avec cette méthode. Si on voit un endroit où il y a moins de neutrons rayonnés, ça veut dire qu'il est freiné par quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être que de l'hydrogène. Si c'est de l'hydrogène, ça ne peut être que de l'eau H2O sur Mars. Et quand on a fait les premières mesures, surprise générale, on s'est rendu compte, voici une carte, une des premières cartes qui a été obtenue par le premier spectromètre à neutrons, on s'est rendu compte que dans toutes ces zones polaires, au-dessus de 60 degrés de latitude, eh bien, alors qu'on voyait vraiment du sable sec à la surface, tout indiquait que juste sous quelques centimètres du sable, il y avait d'énormes quantités de glace d'eau presque pure, presque blanche. Ça, c'était quand même surprenant. Pour en avoir le cœur net, c'est une époque où on a sélectionné des petites missions, la NASA a envoyé une petite sonde qui s'appelle Phoenix, qui a été lancée en 2007,
et qui s'est posé à 68 degrés nord, là, juste derrière le cercle polaire, là où vraiment la surface est sèche, mais tout indiquait d'après les spectromètres neutrons qu'il y avait beaucoup de glace. Et donc la sonde s'est posée pour la fête des mers en 2008, je me souviens. Et on a pu tout de suite voir qu'est-ce qu'il en était. Alors il y avait un certain suspense, à quoi allait ressembler la première image polaire de l'Arctique martien. Bon, on n'a pas été déçus, c'était une image typiquement polaire. C'est une blague de Peter Smith, qui a disparu maintenant, qui était un blagueur et c'était le responsable de la mission. Non, l'image, la surface était typiquement polaire parce que vous avez là des structures hexagonales qui sont caractéristiques de la présence de glace. Bien sûr, là, on ne la voit pas, elle est couverte de sable, parce que la glace, quand elle est chauffée, refroidie avec les saisons, etc., elle se dilate, se contracte, et ça fait des espèces de ce qu'on appelle des terrains polygonaux. Et on voyait bien qu'il y avait des terrains polygonaux qui suggéraient déjà tout de suite qu'il y avait de la glace. On n'a pas eu besoin de regarder longtemps. Il y avait un bras automatique qui a regardé entre les jambes de l'atterrisseur, et on s'est rendu compte que les rétrofusées avaient dégagé le sable et découvert la glace qui est juste en dessous, la glace presque blanche. Sur ce bras automatique, il y avait une pelle, et quand on a creusé, ben voilà, on a tout de suite vu. Alors, on a eu du mal à creuser parce que la glace à moins 50, elle est un peu dure, mais on a vu que partout, c'était bien ce qu'on avait dit, une glace blanche presque pure, sur certainement des épaisseurs importantes, qui est là depuis très longtemps. Alors, quelle est son origine? Eh bien, c'est vraiment un sujet de recherche, mais on peut, voilà, vous voyez, on s'est rendu compte que probablement, il y a quelques années, la planète Mars ressemblait à ça, il y avait une espèce d'ère glaciaire. Et personnellement, voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure, on travaille sur ce sujet-là. Le sujet, c'est le suivant, c'est que sur Mars, l'obliquité, l'axe de rotation, vous vous souvenez, qui régit l'insolation au pôle, donc qui régit la stabilité ou pas des glaciers, etc., varie considérablement durant les 10 derniers millions d'années, entre 15 degrés d'obliquité et jusqu'à plus de 45 degrés. Et même auparavant, il a pu monter au-delà de 60 degrés, d'après les calculs de notre collègue Jacques Lascar. Si on compare à la Terre, elle est stabilisée par la présence de la Lune, sa rotation est telle qu'elle est très stabilisée, et donc l'oscillation de l'obliquité est seulement de plus ou moins 1,4 degré. Et malgré tout, sur Terre, ces petites variations sont à l'origine des ères glaciaires. Vous savez qu'il y a 15 000 ans, il y avait des énormes glaciers sur la Scandinavie, le Canada, etc. Ces toutes petites variations ont créé ça. Alors on peut s'attendre à ce que sur Mars, il y ait eu d'énormes variations avec effectivement des âges glaciaires. Et aujourd'hui, la glace n'est plus stable hors des régions polaires, mais on voit qu'elle s'est enterrée sous quelques centimètres de sable sec. Ça, c'était notre tour sur Mars. On peut poursuivre un petit peu. Et allons maintenant voir Jupiter. Alors Jupiter, vous connaissez sans doute, hein. Si vous êtes télescope amateur, c'est quand même un sujet d'observation formidable. Une énorme planète, là j'ai mis la Terre à l'échelle à côté, c'est une mosaïque obtenue par Voyager. Et puis une énorme planète, c'est une planète gazeuse bien sûr, avec une atmosphère essentiellement d'hydrogène et d'hélium, avec des nuages d'ammoniac, d'eau, de H2O, NH3, de toutes sortes de nuages qui font que ce monde-là est complètement fascinant, parcouru d'une structure nuageuse qui révèle une dynamique extrêmement riche, avec beaucoup de tourbillons, etc. Je vous ai montré des images de Voyager, maintenant ce sont des images, allez voir si vous n'avez jamais vu, qui ont été acquises par la sonde Juno, qui est encore en orbite autour de Jupiter, une sonde européenne qui s'appelle JUICE est en route vers Jupiter. Et on a là voilà, un monde extraordinaire. Jusqu'à récemment, on n'avait pas pu voir les pôles. Et c'est la sonde Juno qui a pu survoler les pôles et en s'y prenant bien, on a pu faire une mosaïque. Voici le pôle sud de Jupiter. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que exactement au pôle, ici, vous avez, révélé par les nuages, un petit cyclone qui est entouré, qui est entouré de 5 cyclones. On le voit mieux si je vais maintenant au pôle sud. Le pôle sud, quand on est arrivé, il était plutôt dans la nuit. On l'a regardé dans l'infrarouge thermique avec Juno, et là, c'était extrêmement clair. Qu'est-ce qu'on voit? Un pôle avec un cyclone très marqué, et puis autour, de manière assez magnifique, à des échelles gigantesques, des milliers de kilomètres, le pôle est entouré en permanence de 8 cyclones qui tournent autour, qui ne tournent pas vite d'ailleurs, et qui sont quand même un défi pour la théorie. Là, Jupiter nous propose un laboratoire assez incroyable sur la dynamique qu'il peut y avoir. Alors, nous, dans notre laboratoire, notre spécialité, c'est faire de la modélisation numérique des planètes géantes. On n'arrive pas du tout à faire ça. Heureusement,
Il y a des collègues plus malins que nous, ils font des calculs avec un stylo et quelques équations, et ils ont réussi à très bien expliquer comment, dans un système qui est avant tout forcé par quelques mouvements, je vais pas pouvoir être très pédagogique, une cascade d'énergie venue de la turbulence petite échelle pour faire des jets qui eux-mêmes vont être instables, etc. Eh bien, on s'attend à cette zone où la force de Coriolis augmente comme ici. On est un gros cyclone polaire entouré, en équilibre, par un certain nombre de cyclones circumpolaires. Alors je ne montre pas ça pour vous noyer, mais surtout pour insister sur le fait que ces planètes géantes, énormes comme elles sont, complexes comme elles ont l'air d'être quand on regarde les nuages, en fait, ce sont des laboratoires naturels assez fascinants pour les théoriciens de la mécanique des fluides et de la mécanique des fluides géophysiques. Alors, dans cet article, Gabriel et Caspi expliquent que on s'attend à voir ces cyclones sur Jupiter, mais sur Saturne, à cause des différences d'obliquité, de rotation, etc., on est à la limite, on s'attend à ne pas en avoir. Et en effet, sur Saturne, alors Saturne, on voit moins bien les nuages et les structures parce qu'il y a toute une brume qui les cache, mais quand même, si on va dans la région polaire, eh bien, on voit ça. Effectivement, on ne voit pas ces énormes dépressions qui font le tour du pôle. Vous avez le pôle ici. Par contre, ce que l'on voit, c'est une forme assez étonnante. Un octogone, un hexagone, qu'est-ce que je raconte? J'ai un doute. Qui est fait de nuages. Alors attention, hein, chaque coin ici est plus grand que la Terre. Hein. C'est un système gigantesque et qui est vraiment fascinant. Là encore, des théoriciens ont très bien réussi à simuler ça. Et si je zoome au niveau exact du pôle, c'est assez rigolo de voir qu'il y a exactement un vortex, c'est assez comme une espèce de siphon entouré de nuages. C'est quand même assez beau, et c'est exactement centré sur le pôle, tout ça lié à la rotation de la planète et de la dynamique des fluides en lien avec ça. Alors, à côté de Saturne, étape suivante, nous avons Titan. Titan, vous connaissez peut-être, c'est une petite lune, je crois qu'il y a eu des présentations cette semaine, enfin c'est pendant ces 3 jours sur le sujet. C'est une lune de Saturne qui est quand même grande, elle est plus grande que Mercure, et qui est recouverte entourée d'une atmosphère épaisse d'azote, beaucoup plus épaisse que sur Terre, en tenant compte même avec la faible gravité, la pression à la surface, c'est 1,5 fois celle de la Terre. Et puis, dans cette atmosphère d'azote, vous avez un peu de méthane, donc, typiquement, vous avez en moyenne 5% de méthane. Résultat, en altitude, se forme, le méthane est cassé par le rayonnement ultraviolet. Ça crée des radicaux qui vont faire des réactions chimiques, créer des espèces de suie organiques, des molécules organiques. Et c'est pour ça que toute l'atmosphère est remplie de particules jaunâtres, d'espèces de plastique, si vous voulez, de suie, qui vont tomber lentement dans l'atmosphère. Et résultat, si on regarde avec une caméra, avec notre œil humain, on ne peut pas voir la surface, qui est vraiment cachée par cette suie jaunâtre. Si on s'y prend bien, en choisissant des canaux dans le proche infrarouge avec des caméras adaptées, eh bien on arrive à voir la surface. Et voilà ici une image de la sonde Cassini. Et Cassini a fait plein d'images, là j'en ai pris une un peu au hasard. Et ce que l'on voit ici, c'est plusieurs choses. D'abord, on voit ici en blanc des nuages. Et ce que l'on devine, c'est que les pôles de Titan vont être eux aussi particuliers. La raison, c'est la suivante, c'est exactement la même mécanique que sur Terre ou sur Mars. Vous avez aussi, c'est une région qui va recevoir moins d'insolation, qui va être moins chauffée, et ça va être un piège froid. Et tous les gaz qui peuvent se condenser, comme sur Mars ou sur la Terre, vont le faire, et préférentiellement au pôle. Par contre, là on parle là de méthane, éventuellement d'éthane, donc méthane CH4, éthane C2H6. Ce sont des molécules qui, quand elles vont être suffisamment froides, vont se condenser, mais elles vont faire du liquide. Donc au lieu d'avoir des glaciers dans la région polaire du Titan, ce qu'on va là avoir, c'est des lacs. Et ce qui est formidable, c'est que, bon, là on a une image un peu floue, obtenue à travers les brumes par les caméras, mais sur la sonde Cassini, qui a pu survoler à de nombreuses reprises Titan, jusqu'en 2017, eh bien, on a pu observer, cartographier avec un radar d'imagerie, cartographier à travers les brumes les mers. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au pôle Nord, beaucoup moins au pôle Sud, on a effectivement des grandes mers, essentiellement de méthane liquide, qui se sont accumulées là. Nulle part ailleurs, uniquement dans la région polaire. Et donc les régions polaires vont être magnifiques à leur tour, parce qu'on trouve là des lacs de méthane. Alors je zoome un peu sur cette carte, très belle carte qui a été obtenue en cumulant toutes les données radar. C'est pour ça qu'il y a des trous, hein, c'est pas facile de cartographier tout.
eh bien, vous avez donc ces grands lacs de méthane. Si vous voyez l'échelle, on est là, on voit mieux ici, voilà, c'est quand même de la taille d'une petite mer ou d'un des grands lacs des États-Unis et du Canada. Un petit zoom sur l'Idge et la Marée. Et ce que l'on voit, c'est que ces lacs doivent être très très beaux, puisque visiblement le méthane pleut autour et crée des rivières qui créent des canyons. Avec le radar, on a pu estimer qu'on a parfois des canyons vraiment profonds, c'est quasiment le Verdon dans certaines régions, et puis on a ces coupes très découpées, c'est quand même assez fascinant. On imagine se promener là un jour, c'est quand même assez extraordinaire. Alors il y a quand même de l'action. Par exemple, si je zoome sur cette partie ici, eh bien, on s'est rendu compte qu'en observant les données radar, de temps en temps, il y a des espèces d'îles qui apparaissent ici, au bout de cette péninsule. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'est demandé si le niveau variait, il y avait des marées ou quelque chose. Et en fait, il a été démontré que c'était probablement quelque chose de plus dynamique. Il y a deux grandes hypothèses. Soit, pour une raison quelconque dans la circulation, vous avez des vagues qui créent un écho-radar, ou encore plus rigolo, ce serait peut-être un mécanisme lié à la formation de bulles, et vous auriez des espèces d'ébullition, de bulles d'éthane ou de méthane qui se formeraient comme ça. Il y a des expériences en laboratoire qui ont été faites. J'ai même un collègue qui, par coïncidence, travaille à Reims, à l'université de Reims, et ils ont fait une collaboration avec les spécialistes du Champagne pour étudier l'effervescence du méthane liquide. Ils ont fait un article magnifique sur ce sujet. Un dernier petit mot, une des premières images, une image obtenue dans les premières années de la mission Cassini, extraordinaire mission. Je crois que c'est mon collègue Christophe Sautin, qui est maintenant à Nantes, à l'époque il travaillait au JPL, qui a eu l'idée que si on se mettait exactement dans l'axe de manière à ce qu'on puisse avoir une réflexion spéculaire, vous voyez, du Soleil, on devrait avoir quelque chose qui brille. En anglais on dit un glint, je ne sais même pas comment on dit ça en français, une réflexion spéculaire, et ça devrait briller comme ça tout d'un coup au moment où on passe. Ils ont calculé, ils ont fait l'image, et voilà ce qu'on a obtenu. Malgré la présence de brume, on a pu voir la réflexion du Soleil sur un des petits lacs du pôle nord de Titan. Quand même quand l'image est arrivée, je pense que Christophe devait être vraiment, vraiment très content. Poursuivons notre promenade. Je vais chanter Uranus et Neptune et aller directement voir Pluton. Alors Pluton, le problème, c'est que c'est très loin. C'est très loin, et j'ai eu la chance de participer à une mission qui s'appelle New Horizons, qui a été survolée Pluton en 2015. On va bientôt fêter le 10e anniversaire, c'était le 14 juillet, Cocorico. Et comment on a fait ça? On a pris le plus gros lanceur dont on disposait à l'époque, qui était une Atlas 551, qui peut mettre plus de 20 tonnes dans l'espace, mais au lieu de mettre 20 tonnes dans la coiffe, on a mis un tout petit truc, 478 kilos, et dans cette énorme coiffe, on l'a lancé, on a poussé, et on a envoyé le plus rapidement possible, c'est l'objet le plus rapide lancé depuis la Terre, pour essayer de rejoindre Pluton le plus rapidement possible. Alors on a quand même utilisé la fronde gravitationnelle offerte par Jupiter, voilà la trajectoire des New Horizons. Au lieu de rejoindre Jupiter en 6 ans ou 8 ans, comme va faire JUICE, on a rejoint Jupiter en 13 mois, et ensuite tout droit à fond pour rejoindre Pluton en moins de 10 ans. Alors vous en souvenez peut-être certains m'ont déjà vu parler de tout ça. On a donc découvert, littéralement jusqu'alors, Pluton était un espèce de point, quelques pixels avec le télescope Hubble. Vraiment, on ne voyait pas grand-chose. Et tout d'un coup, en quelques heures, la sonde New Horizons a survolé et a découvert le monde de Pluton. Et voilà ce qu'on a découvert. Alors ça, c'est en couleur réelle, un monde marronasse. Je vous dis tout de suite, il est marronasse parce que, exactement comme sur Titan, je vous ai évoqué que dans l'atmosphère, les rayonnements ultraviolets cassaient le méthane et créaient des brumes organiques. C'est pareil sur Pluton. Il y a une fine atmosphère d'azote avec 0,5% de méthane, mais ça suffit, année après année, à avoir recouvert la planète de brumes organiques marronasse. Néanmoins, on peut se mettre en fausse couleur, et là, on devine des choses intéressantes. Et finalement, je vais un petit peu tricher aujourd'hui, parce qu'au lieu de vous parler du pôle, qui est couvert de glace de méthane, je vais surtout vous parler de ce qu'il y a à l'équateur. Parce qu'à l'équateur, vous avez une calotte glaciaire extraordinaire, qu'on appelle Sputnik Planitia, et qui est vraiment un des endroits les plus extraordinaires, les plus, à mes yeux, magnifiques du système solaire. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc vous avez là un grand cratère qui est littéralement rempli de glace d'azote sur quelques milliers de mètres d'épaisseur.
Alors pourquoi je vous parle de ça? Comment ça se fait que vous avez une calotte de glace? C'est vraiment à l'inverse de tout ce que je vous ai dit depuis le début. Normalement, les glaciers, ils vont là où il fait froid et s'accumulent au niveau des pôles. Eh bien, ce n'est pas le cas sur Pluton. Alors, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que l'inclinaison de Pluton sur son axe de rotation est tellement élevée, on va dire que c'est 60 degrés, qu'en fait, en moyenne, sur une année, les pôles, que vous voyez ici, reçoivent plus d'énergie, alors ce n'est pas beaucoup, 0,25 watts par mètre carré en moyenne, qu'à l'équateur qui reçoit 0,22 watts par mètre carré. Et donc là, on se rend compte que, oui, en moyenne, les pôles ne sont pas du tout les plus froids. En plus, chaque été, ils sont exposés comme dans une rôtissoire au soleil. Donc vraiment, finalement, la glace est vraiment pas très stable en été sur Pluton. Et la glace a tendance à s'accumuler à l'équateur. Mais ça, c'est une des raisons. Mais la vraie raison, elle est autre. Elle est liée au fait que Sputnik Planitia, cette mer de glace d'azote, est en fait un cratère très profond. Et qui dit s'il est avec un cratère aussi profond, ce qui se passe, c'est que la pression est beaucoup plus élevée en bas du cratère que sur les plateaux à côté. Et si la pression est plus élevée, ça veut dire que le point de condensation de l'azote, c'est de l'azote solide, va être beaucoup plus élevé. La température va être plus chaude à l'intérieur du cratère, à la surface, et l'azote va d'abord se condenser là, avant de se condenser sur les hauts plateaux, où il fait plus froid. C'est comme sur Terre. Sauf que l'effet est inverse. Le fait que le point de condensation soit atteint d'abord au fond, et surtout le fait que le rayonnement infrarouge, qui est proportionnel pour les physiciens à sigma à température à la puissance 4, l'équation la plus importante de la planétologie, fait qu'on refroidit beaucoup plus vite quand c'est l'air, le composant dominant de l'atmosphère qui se condense, quand on est au fond d'une plaine plutôt qu'en haut d'une montagne. L'effet est inverse de sur Terre. Par contre, on a la même chose sur Mars. Et par exemple, sur Mars, au fond d'un grand cratère qui fait 8000 mètres de profondeur, qui s'appelle Hellas, au printemps, on voit qu'il est rempli de CO2, alors que sur les plateaux autour, il n'y a pas de CO2. L'effet est exactement le même ici sur Pluton, où vous avez cet immense glacier d'azote. Alors j'aime bien en parler, même si je triche un peu, parce que ce n'est pas le pôle, c'est le pôle équatorial de Pluton, parce qu'associé à cela, on retrouve des choses vraiment très polaires et très belles. D'abord, un premier phénomène très exotique. Si on zoome un petit peu sur Sputnik Planitia, sur cette mer, sur cet océan de glace d'azote, on voit qu'il y a des structures polygonales qui se forment. Alors, un peu comme sur Mars, sauf que l'échelle, c'est des dizaines de kilomètres. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on peut montrer que c'est légèrement chauffé par en dessous. La glace d'azote chauffée par en dessous est un petit peu moins dense que la glace qui se refroidit à la surface. Et donc, comme elle est moins dense, elle monte un peu comme de l'air chaud. Et ça fait une convection solide à l'échelle de centaines d'années et qui va, doucement mais sûrement, créer ces structures polygonales. Si on regarde aussi autour de Sputnik Planitia, voici une des premières photos qu'on a récupérées, eh bien, on voit qu'il y a des écoulements d'azote. C'est-à-dire que l'azote se condense parfois autour de l'océan, d'azote, de glace solide, et coule comme les glaciers sur Terre. Et ça, c'est assez unique. Je vous ai parlé de glaciers sur Mars, mais il faut reconnaître que sur Mars, ils ne sont pas très rigolos, les glaciers, parce qu'ils coulent très peu. Ils ne forment pas de falaises, ils ne forment pas d'icebergs ou ce que vous voulez. Là, c'est différent. On voit, et ça c'est l'une des toutes premières photos qu'on a reçues, qu'autour de Sputnik Planitia, l'écoulement de la glace d'azote a sculpté des montagnes vraiment impressionnantes. Quand on a découvert ces images, on est resté bouche bée. C'est une des toutes premières images qu'on a récupérées, encore une fois. Et là, vous voyez ici des falaises qui font plus de 5000 mètres de haut. On retrouve l'équivalent du Yosemite ou du Groenland-Est. J'aime bien citer ça. Groenland-Est, c'est une région avec ce qu'on appelle des nunatak. Toute la glace du Groenland coule par là, il y a sculpté des falaises partout, toutes les montagnes sont verticales. C'est extraordinaire. Eh bien, on retrouve ça là-bas. Alors, avec des petites différences, puisque on voit que si, par exemple, certains morceaux de roche tombent sur la glace d'azote, il se trouve que la croûte sur Pluton est essentielle, sur des centaines de kilomètres d'épaisseur, est constituée de glace d'eau. Ce n'est pas du caillou, c'est de la glace d'eau. Elle est tellement froide qu'elle se comporte comme du caillou. La grosse différence avec ce qu'on a sur Terre, c'est que si vous avez un caillou de glace d'eau qui tombe sur un glacier de glace d'azote et qui coule, il flotte. Il ne s'enfonce pas comme on va faire des moraines sur Terre. Il va flotter éternellement. Résultat, on voit que vous avez ici des montagnes de glace d'eau. Certaines collines ont été arrachées, se retrouvent à flotter sur la glace d'azote qui va se déplacer. Et vous voyez que à l'endroit où la glace d'azote plonge, s'accumulent des espèces d'icebergs de glace d'eau qui soulignent la forme géométrique de ces cellules convectives dans la glace d'azote. Bref,
Je conclue en vous montrant une dernière photo qui a été prise sur le départ par New Horizons, et on voit la beauté de ce monde, avec une atmosphère d'azote, avec des brumes organiques un peu comme sur Titan, et puis en dessous, des magnifiques montagnes sculptées par l'écoulement de la glace d'azote et qui se jettent dans l'océan de glace d'azote qui est là, Sputnik Planitia. Je vais terminer par deux endroits intéressants. Le premier, c'est Charon, et ensuite, c'est la Terre. Alors, un petit mot sur Charon. Charon, c'est une lune de Pluton. Elle est 2 fois plus petite, mais quand même, vous voyez, là, c'est une image qu'on a obtenue avec New Horizons en arrivant, que les deux tournent autour d'un centre de gravité commun. Et voici Charon. Alors, Charon, il n'y a pas d'atmosphère, c'est vraiment un monde avec un épais manteau de glace d'eau aussi, un peu marronasse aussi. On voit qu'il y a des énormes structures tectoniques, on appelle ça une grosse falaise, parce qu'en fait, elle a dû commencer assez chaud, et puis au fur et à mesure qu'elle s'est refroidie, l'eau liquide s'est transformée en glace, et quand l'eau liquide se transforme en glace, vous savez, ça casse les bouteilles, ça se dilate, ce qui fait que ça fait ces espèces de falaises et de structures autour. Alors un petit mot avant d'aller plus loin, je vais bien raconter ça, c'est le fait que sur Charon, l'équipe New Horizons s'est un peu lâchée pour nommer les choses. Vous savez, quand on explore, c'est un grand plaisir, on peut nommer les endroits qu'on découvre. Et là, il a été décidé d'utiliser des noms, non pas issus de la mythologie, comme on fait souvent, mais issus de la mythologie un peu populaire et de la science-fiction. Résultat, vous avez toute une région qui est nommée d'après le folklore de Star Wars, avec le cratère Leia Organa, le cratère Vador. Vous avez toute une région liée au monde Alien, avec le Chasma Nostromo. Vous avez Ripley cratère. Et puis pareil, vous avez Star Trek quelque part, avec vous avez le Spock cratère. Et donc, il faut imaginer, dans 400 ans, nos descendants diront « Mais qui était Captain Kirk, quoi ? Pourquoi on a nommé le... » Bon, ça, c'est une parenthèse. Revenons ici sur un point particulier sur Charon. Charon a une calotte polaire. Il y a vraiment quelque chose de très particulier juste autour du pôle, mais ce n'est pas du tout une calotte de glace. C'est une calotte de saleté, une calotte de molécules organiques marronasses, très marquée. Comment ça se fait qu'on a ça là ? Quelle est l'origine de cette calotte de produits plastiques, non, organiques ? Je vous laisse réfléchir. Et je vous donne une réponse qui a été proposée par un membre de l'équipe, Will Grundy, que je trouve assez intéressante. Alors le scénario, c'est le suivant. C'est qu'on sait que Charon étant pas très loin de Pluton, et Pluton perdant beaucoup de molécules de méthane dans l'espace, méthane CH4, eh bien le CH4 va avoir tendance à se condenser dès qu'il rencontre une surface très froide. Et il se trouve que pendant l'hiver, sur Charon, vous avez toute une partie de la surface qui est dans la nuit polaire, en particulier au niveau du pôle, très longtemps, et là la température descend jusqu'à 15 Kelvin. Je n'ai même pas mis en degrés Celsius, parce que là ça fait moins 260 degrés Celsius, 15 Kelvin. Et dans ces conditions-là, année après année, on accumule, enfin pendant l'hiver, pas année après année, mais au cours de l'hiver, qui dure quand même plusieurs années terrestres, hein, l'année sur Pluton et Charon, c'est 248 ans, eh bien on accumule un petit peu de glace de méthane. Alors, si on ne faisait que ça, il ne se passerait pas grand-chose, puis quand l'été reviendrait, la température remonterait très fort, et là, hop, immédiatement, le méthane dans le vide spatial se sublimerait et disparaîtrait. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a accumulé un petit peu de méthane à la surface, il n'est pas tout à fait dans le noir, il reçoit quelques radiations. En effet, dans le flux solaire qui passe ici, dont la calotte ici est protégée, est quand même aussi constitué de photons d'un rayonnement extrême ultraviolet, qu'on appelle le rayonnement Lyman alpha pour les physiciens. Et ce rayonnement Lyman alpha a tendance à être diffusé par les quelques molécules d'hydrogène, ou plutôt les protons, qui peuvent se promener là. Et ça fait une diffusion. Ce qui fait que quand on est dans le noir, dans la nuit polaire sur Charon, ok, il n'y a pas de lumière solaire, mais on reçoit des photons extrêmes ultraviolets. Et ces photons extrêmes ultraviolets, diffusés par le milieu interplanétaire du système solaire, peu à peu, peut taper dans les molécules de méthane, les casser, exactement comme pour les brumes sur Titan et Pluton, et former des molécules un peu plus complexes. Et ces molécules complexes, elles vont être non volatiles, elles vont être réfractaires. Donc peu à peu, ce méthane va se transformer, et que lorsque l'été revient, eh bien, ces molécules ne vont pas se sublimer, elles vont rester là, et année après année, on va accumuler une calotte de glace, pas de glace, une calotte de molécules organiques marronasses, et c'est quand même un phénomène physique assez amusant.
Voilà, j'ai presque fini. Je vais finir évidemment en revenant sur notre Terre, qui non seulement, dont les régions polaires sont non seulement magnifiques et extraordinaires à explorer, mais qui évidemment sont en première ligne dans le grand problème qui nous concerne aujourd'hui, qui est le changement climatique. Alors, cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme vous le savez presque tous, j'en suis sûr, c'est que les régions polaires sont particulièrement exposées au changement climatique, puisque l'effet de serre, c'est avant tout du rayonnement infrarouge, et de même que sur Vénus, où il y a un effet de serre considérable, eh bien, il fait aussi chaud au pôle qu'à l'équateur. Eh bien, sur la Terre, le réchauffement climatique, l'effet de serre du CO2 a surtout tendance à réchauffer les régions polaires, notamment pendant la nuit polaire, plutôt que les régions équatoriales. Ça, c'est en moyenne. L'autre problème, c'est que si on commence à chauffer les régions polaires, eh bien, on affecte la banquise. Je vous montre ici le cycle typique, il y a encore quelques années de la banquise qui se forme en Arctique. Voilà, j'ai pris ça sur un petit film. Eh bien, on voit que quand on démarre au mois de mars, il y a une grande extension de la banquise. Et puis, cette banquise est très réfléchissante. Et lorsque le soleil chauffe toutes ces régions pendant l'été, là on est au mois d'août, eh bien, l'essentiel de ce rayonnement solaire est réfléchi. Le problème, c'est que de nos jours, la banquise est de plus en plus petite, puisqu'il fait de plus en plus chaud. Et résultat, le rayonnement solaire, au lieu d'être réfléchi par la glace et la neige, il est absorbé directement par l'eau. Et on a une explosion, un effondrement de la couche de glace en Arctique. Je vous montre ça avec ce petit graphe récent. Vous voyez ici la surface de la glace donc au mois de mars, lorsqu'elle est maximale, et puis ici la surface de la glace au mois de septembre, lorsqu'elle est minimale. Et ce que vous voyez, c'est que la surface de la glace en septembre a été littéralement divisée par 2, et je pense que dans quelques années, il n'y aura plus du tout de glace en Arctique au mois de septembre. Et donc ça va considérablement amplifier le réchauffement climatique. Le dernier point, bien sûr, qui est très important pour les régions polaires, c'est le fait que si on chauffe trop, eh bien, la glace risque de fondre. Alors c'est subtil comme problème, parce que d'une part, si la glace est plus chaude, elle fond et on perd du volume, mais d'autre part, si l'air est plus humide parce qu'il est plus chaud, il neige plus. Alors, au Groenland, vous avez ici le changement de la glace, vous voyez ici tous ces endroits qui sont rouges. Avec des radars, on arrive à altimètre, on arrive à cartographier l'épaisseur de la glace, et on voit que eh bien, dans toutes ces régions rouges, on a perdu sur une trentaine d'années plusieurs dizaines de mètres de glace. Et tout ça, toute cette glace est évacuée par les icebergs et puis fond un petit peu à la surface. En Arctique, c'est plus compliqué. En Antarctique, c'est plus compliqué, puisque vous avez, surtout en Antarctique de l'Ouest, des gros glaciers qui sont érodés par la mer, au niveau de leur interface glace-mer. Vous avez la disparition peu à peu de certaines boucliers, comment on appelle ça, ice shelf, des boucliers de glace. Mais dans l'Arctique de l'Est, vous voyez, c'est intéressant, on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de glace dans certains endroits. Alors c'est lié au blocage de certains glaciers, et puis c'est lié au fait que lorsqu'encore une fois, je vous rappelle qu'au milieu du continent, il fait toujours bien en dessous de moins 30 typiquement, et donc c'est pas parce qu'on monte de 5 degrés qu'il va y avoir, la glace va fondre. Ce qui va se passer par contre, c'est que l'air étant un peu plus chaud, il va un peu plus neiger. Mais en même temps, certains glaciers sont complètement érodés à leur base, comme le glacier Thwaite ici, le fameux glacier, et là on évacue des icebergs à grande vitesse. Bref, une énorme interrogation se pose autour de l'Antarctique. Bon, je ne vais pas vous détailler ça. Si je vous résume ce graphe un petit peu technique, c'est l'idée que dans quelques milliers d'années, centaines d'années, ça va monter vite, hein, le niveau de la mer va monter, on vous en parle, vous vous dites oh, ça ne va pas venir tout de suite. Quand même, actuellement, il monte très rapidement, et je pense qu'on a à peu près dépassé maintenant le stade où on va pouvoir sauver le Groenland. La totalité du Groenland va probablement fondre, enfin c'est ce que dit le rapport du GIEC, et donc le niveau de la mer va monter de au moins 6 mètres. Vous voyez ici la contribution du Groenland selon les modèles dans quelques années, et certains modèles disent que dans 2000 ans, on aura 6 mètres d'eau en plus. Et puis si l'Antarctique fond complètement, sur ce graphe, ce que l'on voit, c'est que ça va dépendre à quel point on arrive à maintenir la quantité de CO2 dans la surface, c'est-à-dire réduire le réchauffement climatique. Mais bon, ces graphes-là, ils disent que si on arrive par exemple à maintenir le réchauffement moyen sur la planète à 3 degrés, ce qui est déjà assez optimiste,
La COP21, les accords de Paris, c'était pour être en dessous de 2 degrés. Franchement, on ne prend pas la bonne direction, 3 degrés. À ce moment-là, dans ces modèles, eh bien, dans quelques années, le niveau de la mer va monter de 20 à 30 ans. Et si la totalité de l'Antarctique fond, on prendra 70 mètres de mer en plus. C'est beaucoup. Voilà. Et pour comprendre ça, pour savoir quel va être le bilan de masse de l'Antarctique, il existe plusieurs programmes. J'ai envie de faire la pub pour commencer d'un programme qui s'appelle AWACA, qui est vraiment en cours aujourd'hui. Une grosse campagne sur le terrain a débuté il y a quelques jours. Je ne vais pas avoir le temps de tout vous le détailler. L'idée, c'est de vraiment mieux comprendre le cycle de l'eau. Est-ce que, en particulier, l'Antarctique va gagner de la masse ou au contraire en perdre? En tout cas, là, on fait le bilan de masse de ce qui précipite. On essaie de comprendre les précipitations. On essaie de comprendre aussi les archives du passé. J'ai vu tout à l'heure mon collègue Valentin Wiener qui termine sa thèse sur ce sujet, qui est dans la salle. Et pour ce qui me concerne moi, avec un collègue de laboratoire d'océanographie, j'ai repris de mon collègue Christophe Janton un assez gros programme qui s'appelle CALVA et qui a aussi le même objectif dans la durée de mieux comprendre le bilan de masse de l'Antarctique. On fait toutes sortes de mesures avec des lidars, avec des stations météo. Et pour vous donner un exemple ici, sur cette station est particulièrement dédiée à comprendre quoi? À comprendre la neige soufflée. En fait, il y a énormément de vent qui dégouline de la calotte polaire, qui souffle la neige, et on se pose la question de savoir quelle est la quantité de neige qui est exportée, qui est érodée par le vent. C'est une fraction considérable, il faut le prendre en compte dans le bilan de masse. On a aussi des stations et des instruments météo au cœur de la calotte, à la station Concordia. La dernière fois que j'y étais, il faisait entre moins 40 et moins 55 en été. L'hiver, il fait moins 85. Il fait moins 80 plutôt. Je voudrais juste conclure sur le fait que, bien sûr, on est dans l'Antarctique, mais cet endroit-là est aussi très riche d'intérêt pour mieux comprendre les autres planètes, puisque, par exemple, sur cette tour que vous voyez ici, on a mesuré un certain nombre de paramètres, la sursaturation de l'atmosphère qui peut former ou pas des brumes, et ça, on a le même problème sur Mars. J'ai un étudiant, Jean-Baptiste Madeleine, qui a fait sa thèse sur les nuages martiens et qui maintenant travaille à plein temps sur l'Antarctique. On a aussi pu mesurer les propriétés très particulières de la couche limite, c'est-à-dire le frottement de l'atmosphère sur la neige. Il se trouve que pendant la nuit polaire, la neige se refroidit tellement que l'atmosphère est beaucoup plus chaude. C'est unique sur la planète Terre. Par contre, c'est toutes les nuits sur Mars. Et ce qu'on a pu apprendre grâce à cette tour, j'ai pu l'appliquer à la planète Mars. Je terminerai là, donc, avec ce lien qui va dans les deux sens entre les planètes et la planète Terre. On étudie les autres planètes pour mieux comprendre notre Terre. C'est particulièrement vrai en Antarctique. Et je vous remercie.